En cas de chute de François Bayrou lundi, après ce vote de confiance à l'Assemblée nationale, quels impacts sur, sur l'activité, les taux d'intérêt, les crédits, la bourse? Réponse avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Impérialiste aux Échos, content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Moi aussi. Sauf miracle. S'il a lieu, sauf miracle, François Bayrou semble voué évidemment à démissionner la semaine prochaine. Et ce retour de l'incertitude, moi je le trouve franchement à titre personnel un petit peu déprimant, d'autant plus que les chiffres de croissance, pardon c'est tombé pendant les vacances donc je ne sais pas si tout le monde l'a vu passer, mais les chiffres de croissance du deuxième trimestre, ils ont été meilleurs que prévu, assez encourageants. Alors certes, Patrick Martin, le patron du MEDEF, nous disait à la REF qu'il y avait une large partie qui était due au restockage, au stock, donc il a un petit peu mis un bémol à ce bon chiffre. Mais bon, voilà, l'acquis de croissance aujourd'hui, on se parle, d'après l'INSEE, est de 0,6%. Le gouvernement attendait 0,7%. C'est pas folichon, hein. Mais voilà, bref, ça tombe mal quand même, cette séquence politique, avec cette possible crise politique. On revient un an en arrière. Alors, ça tombe mal parce que l'économie française, elle n'est pas en pleine forme, vous l'avez souligné. Si on regarde, si on s'abstrait un peu des variations trimestrielles, on est sur une pente qui est en dessous de 1% de croissance. Et évidemment, ça rend le pays très vulnérable à des chocs. Et clairement, la chute d'un gouvernement, c'est un choc. Et ça va avoir des effets, nous allons en parler. On peut se dire aussi d'un autre côté qu'on peut s'habituer maintenant à ce genre de choc. Si on regarde, depuis un peu plus d'un an, c'est la troisième fois qu'on a un choc. Le premier, ça a été les élections législatives et leurs résultats en juillet. La deuxième fois, ça a évidemment été la censure du gouvernement Barnier en décembre, et donc là, le départ probable de François Bayrou, d'un autre Premier ministre. Et donc on peut dire d'un autre côté que on commence à mesurer les effets de cette instabilité, que le choc est un peu bordé par ce qu'on a déjà vécu les fois précédentes. On peut se dire finalement, toute cette séquence politique depuis un an nous a coûté 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5% de croissance. Il y a eu des estimations, je pense que c'est très difficile d'être dans les dixièmes de points là-dessus. Ce qui est à peu près certain, c'est que clairement ça n'accélère pas l'activité. Non, ça c'est sûr. Ça a un impact sur l'activité, donc cet impact est plutôt négatif. Bon, on se dit quoi? On se dit que cette chute possible et probable à l'avenir du gouvernement Bayrou, c'est la récession assurée ou c'est pas certain du tout? Parce qu'on se dit bien que les consommateurs, dans l'attente de savoir à quelle sauce fiscale ils vont être mangés, peut-être qu'ils vont consommer moins. Les entreprises, je l'ai senti à la REF, sans que ce soit dit en studio, mais en off, comme on dit quand on discute, peut-être un peu d'attentisme, lever le pied sur l'investissement, sur les embauches, par précaution, par peur. C'est humain. Bien sûr, on peut regarder les différents effets. Moi, je pense que l'impact à court terme, c'est pas la récession, on était sur une petite croissance, on risque de plus avoir de croissance du tout. Donc c'est le passage d'une croissance anémiée à plus de croissance, à une stagnation économique, ce qui n'est pas très encourageant. Alors pourquoi? La première chose, on le voit déjà, c'est l'impact sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt français ont commencé à monter. Impact marginal, pardon, je n'ai pas envie de... Je sais que beaucoup jouent sur la peur en disant, voilà, oh là là, catastrophe financière. Et hier, on avait Marc Toitier, on l'adore, qui m'a dit, au 15 septembre, si Fitch dégrade la France, les taux d'intérêt vont flamber. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, il y aura tempête financière. Alors, tempête financière, on n'en est pas là pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais on n'en est pas là pour l'instant. En revanche, là où on en est pour l'instant, c'est qu'on voit que les taux d'intérêt montent. Quelques dixièmes de points. Oui, quelques dixièmes de points, mais si vous regardez, si vous prenez... On est à 3,50 sur le taux de 10 ans français. Oui, sur le 3,50. On a déjà connu ça par le passé. Bien sûr, mais un point de taux d'intérêt... 1% de taux d'intérêt, 100 points de base, comme disent les experts. Sur un an, ça fait plus 3 milliards par an à dépenser ensuite pour l'État français. Sur 3 ans, ça fait plus 9 milliards. Donc, ça peut paraître tout à fait marginal, mais quand on regarde ce qui s'est passé en Italie, en Italie, c'est cette mécanique-là qui a étouffé petit à petit le pays. C'est une dette qui est devenue très lourde et dont le service a fini par empêcher le pays d'investir ailleurs. Donc, même si ça vous paraît tout à fait marginal d'avoir quelques points de base, quelques dizaines de points de base, il faut voir que l'effet à moyen terme est tout à fait significatif. Donc, la première chose qu'on voit, c'est les taux d'intérêt. Ça a déjà commencé. Ça, il n'y a pas besoin d'attendre le 8 septembre. On y est déjà, les taux d'intérêt ont déjà commencé à se retendre. Ça va avoir évidemment un impact
sur les finances publiques. Et puis ensuite, les taux d'intérêt, ça influe pas seulement la dépense publique, ça influe aussi la dépense privée, avec deux grands domaines. Hein. D'abord, les crédits immobiliers, ça vous allez peut-être en parler un peu plus tard. Et si le taux d'intérêt des emprunts immobiliers remonte, ça va évidemment avoir un impact sur le marché. Donc ça, c'est du côté des ménages, des particuliers. Et puis de l'autre côté, il y a du côté des entreprises, c'est sur l'investissement. Or, l'investissement des entreprises, il a même pris un sacré coup dans la cafetière depuis 3 ans. On voyait, hein, même post-Covid, on avait une pente régulière d'accroissement de l'investissement en France, qui est clairement cassée depuis 3 ans. Il y avait des petits signes de redémarrage ces derniers temps, avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés et une incertitude plus grande sur l'avenir politique du pays. Ça ne va évidemment pas inciter les entreprises à accélérer leur programme d'investissement. Elles vont plutôt dire on va attendre de voir ce qui se passe. On l'a déjà vu il y a 1 an, on l'a déjà vu après la chute du gouvernement Barnier. Donc on va à nouveau avoir de l'attentisme sur le côté de l'investissement. Donc la variable à regarder, c'est le taux d'intérêt, le taux de financement de l'État français, parce que ça a à la fois un impact sur les comptes publics, sur les consommateurs, sur les ménages. Et les entreprises. Alors, les taux d'intérêt, c'est le premier impact direct qu'on voit déjà. On sait qu'on va y avoir droit. Ensuite, on le voit, encore une fois, on le voit à la marge. Pardon, encore une fois. Oui, mais bon, encore une fois, on nous parle de chaos, on nous parle de catastrophe. Peut-être que c'est déjà un peu pricé d'ailleurs par les marchés ou par les investisseurs. Oui, clairement, il y a des choses qui sont déjà intégrées dans les prix de marché. Sur l'histoire du chaos, hein, le spectre du FMI qui débarque à Paris, etc., je voudrais même souligner un point très important, hein, c'est que quand vous regardez tous les pays où le FMI est intervenu depuis 50 ans, qu'ils soient grands ou petits, c'est des pays qui avaient un déficit de la balance courante qui était insoutenable. C'était le cas du Royaume-Uni il y a 50 ans, c'était le cas de la Corée. La balance courante. La balance courante, c'est pas seulement en France, hein, quand on parle du commerce extérieur, on se concentre sur les marchandises. Et c'est la balance commerciale de marchandises françaises est très déficitaire. Ouais. Ça se compte en dizaines de milliards d'euros. Ouais. Mais c'est compensé pratiquement euro par la balance des services. La balance des services, donc c'est le tourisme, c'est les nuitées d'hôtel des étrangers, c'est les billets d'avion, c'est les prestations de services vendues par les entreprises françaises à l'étranger, les logiciels. Et donc, en fait, quand on regarde la balance, ce qui compte pour les besoins de financement que la France a, c'est pas la balance commerciale, c'est tout ce qu'elle achète et tout ce qu'elle dépense. Commercial plus service. Voilà. Donc, marchandises plus services. Et là, on est équilibré. Et là, on est à l'équilibre. Donc, pas de FMI à Paris. Tous les pays qui ont eu les FMI dans leur capital pour intervenir parce qu'il y avait des besoins urgents de financement, c'était parce qu'ils avaient un déficit de la balance courante et un déficit significatif. Depuis 25 ans, sauf quand il y a des chocs ponctuels, la France a un déficit qui est compris entre 0 et 1%. Ça ne pose pas de problème de financement a priori. Donc pas besoin de jouer à ça. Je ne pense pas qu'il y a la panique financière. En revanche, une hausse des taux d'intérêt qui est sensible, rampante, qui est rampante, mais qui finit par étouffer petit à petit l'économie. Ça peut tout à fait se produire. C'est ce qui s'est passé en Italie au cours des 30 dernières années. Ils n'en sont pas encore sortis. Hein. Ils ont une conjoncture actuellement qui est très favorable, notamment parce qu'ils ont des fonds européens qui sont très importants. Tout le monde loue, encore une fois, la bonne gestion en Italie, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la continuité. Hein. Depuis que Giorgia Meloni s'est installée dans son palais, la France, elle en est à 4 premiers ministres et bientôt au 5e. Donc, on est à front renversé. Voilà, donc on est à front renversé, on a de la stabilité en Italie, on n'en a plus en France. On a beaucoup d'argent qui arrive par l'Europe suite aux plans qui ont été mis en place post-Covid et qui profitent légitimement à l'Italie, mais ça fait un boost qui ne va pas durer éternellement. Donc elle a aussi une conjoncture qui est ponctuellement favorable. Donc, panique financière, ça ne me paraît pas le scénario qui nuirait. Même si l'agence Fitch commençait le 12 septembre par dégrader la France, on passerait simple A. Paraît-il que simple A, c'est vraiment une note, on reste ce qu'on appelle investment grade, mais beaucoup de gestionnaires d'actifs, notamment institutionnels,
ne pourront plus prendre, soi-disant, cette dette française parce que c'est une réalité, ça? Oui, c'est vrai. Et du coup, ceux qui viendront à la place, ils demanderont des taux d'intérêt plus élevés. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire pour autant... mais ils ne sont pas obligés de vendre massivement. Hein. Les notations qui obligent les investisseurs à vendre massivement, c'est c'est ne plus acheter des notations des bien flux nouveaux, ça ne veut pas dire vendre pour autant. Voilà. Et si dans certains cas, ça peut inciter certains investisseurs à vendre, mais encore une fois, avec des taux d'intérêt un peu plus élevés à ces niveaux de notation, a priori, la France pourra continuer à emprunter. On sait que si on regarde la France par rapport à ses fondamentaux, elle a une dette qui, pour l'instant, a une notation qui est anormalement élevée. Si on regarde par rapport à tous les ratios classiques examinés par les agences de notation, ils font mal leur boulot alors? Non, mais non, c'est parce qu'ils intègrent d'autres éléments, parmi lesquels il y avait la stabilité politique, donc ça a disparu, mais parmi lesquels il y a aussi une économie qui est extraordinairement diversifiée. C'est passionnant d'ailleurs de lire les rapports des agences de notation, parce que vous voyez toujours que les 2 premiers paragraphes, c'est dire tous les atouts de l'économie française dont on n'entend jamais parler. Une économie qui est extrêmement diversifiée, qui a des points forts qui sont variés, qui a un système financier qui est solide, et donc tout ça explique que la notation de la France soit relativement élevée par rapport aux métriques, par rapport aux purs chiffres. Et ça compte aussi. Les agences de notation, elles évaluent pas seulement des chiffres, elles évaluent aussi une situation d'ensemble. Et donc là, la situation de la France, elle n'est pas si catastrophique que ce qu'on aime bien décrire ici. Ouais. Donc la démission à venir possible de François Bayrou et la suite, gouvernement, nos premiers ministres, de gauche ou pas, dissolution. L'impact que ça devrait avoir, c'est de nous faire tendre vers une croissance zéro. C'est le risque qui me paraît le plus probable. Donc il y a d'un côté la dimension taux d'intérêt dont on a parlé, de l'autre il y a la dimension incertitude. Et on voit sur les chefs d'entreprise, c'était tout à fait sensible à la REF, les chefs d'entreprise, ils se disent on va attendre de voir quel sera le prochain budget, quels impôts ils vont nous augmenter, voilà. Et on le voit aussi du côté des particuliers. Si vous regardez depuis 2 ans les prévisions de tous les experts, ils disent la France, la consommation va repartir parce que les Français vont moins épargner. Taux d'épargne au 2e trimestre, on est à près de 19%, niveau record hors Covid. Et donc pourquoi? Parce que les gens s'inquiètent, parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer, parce que on voit aussi que sur l'emploi, même si ça tient, c'est moins favorable que ça ne l'était il y a 1 an. Donc on a la situation de l'emploi qui est moins favorable, mais on a aussi des incertitudes politiques. Tous les gens disent, est-ce que c'est moi qui vais payer plus d'impôts? Est-ce qu'on va avoir moins de prestations? Vous avez raison. Et donc tout ça amène évidemment de la précaution, ça amène de l'incertitude, ça amène à reporter des achats, et donc ça va peser sur Autant que le chômage remonte, vous avez raison, on n'en a pas parlé, le chômage remonte, on est en destruction d'emploi maintenant depuis plusieurs trimestres. Oui, mais la situation n'est pas dramatique, encore une fois, on n'est pas dans une période... Elle n'est pas favorable non plus. Elle n'est pas favorable, et les Français, ils sont sensibles, on le voit tout à fait dans les enquêtes. L'INSEE pose la question aux Français depuis 50 ans, ce qu'ils pensent de l'évolution du chômage et de l'inflation. Sur l'inflation, clairement, actuellement, ils sont rassurés, mais sur le chômage, clairement, ils s'inquiètent, et donc ça pèse sur leur comportement d'achat. Et donc ça veut dire que la consommation, elle va pas être flambante. Donc je voyais que Dominique Schelcher, le patron du système U, dit qu'elle résiste. Heureusement qu'elle résiste, parce que les Français actuellement font des gains de pouvoir d'achat qui sont tout à fait substantiels. Donc ils devraient dépenser davantage. Ils devraient dépenser davantage, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des doutes sur ce qui va se passer, en particulier en France, dans les prochains mois. Ouais. Sur la dette, avant de se quitter sur la dette, Jean-Marc, il y a une prise de conscience, je pense, maintenant de la part des Français, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les sondages, sur le fait que ce soit un sujet important. Après, quand on leur propose des solutions, en tout cas celles proposées par le gouvernement, ils n'en veulent pas. Il y a un écart, effectivement, entre la conscience d'un problème et puis ensuite ce qu'il faut faire pour essayer de résoudre ce problème. Et là, on voit bien qu'il reste un trou profond. Moi, il y a un sondage Odoxa pour le Parisien qui m'a frappé, dans lequel les 2 tiers des Français ne voient pas le lien entre le fait de travailler davantage et le fait qu'il y ait plus d'argent pour résoudre les problèmes. C'est évidemment à propos de la suppression de 2 jours de congés fériés, cette question a été posée. Les Français, ils ont du mal à voir que s'ils travaillent davantage, ça génère davantage de richesse, et que cette richesse, elle peut être répartie à la fois pour eux et à la fois pour combler une partie du trou public. On voit qu'on a encore énormément de messages à faire passer pour qu'on puisse faire le lien entre une dette et comment faire pour essayer de la maîtriser davantage. Ouais. Et puis d'ailleurs, on finit là-dessus, mais croissance zéro égale le déficit qui va se creuser.
Oui, et donc, bien sûr. ça va plus d'efforts à faire. On rentre dans une espèce de cercle. Ça, c'est le cercle italien. C'est ce qui s'est passé en Italie depuis 30 ans. Si vous regardez, des taux d'intérêt trop élevés, donc qui pèsent sur la croissance, qui pèsent sur les investissements qu'il faudrait faire, et donc une croissance qui est extraordinairement lente sur longue période. On ne regarde pas ce qui s'est passé en Italie depuis 3 ans, mais si vous regardez sur 25 ans, le PIB par tête en Italie, il a stagné, alors que en France et même en Grèce, depuis 25 ans, il a augmenté. Ouais, et il a beaucoup plus augmenté, encore plus aux États-Unis, le PIB par tête. Évidemment. D'où ce décrochage. C'est un autre sujet dont on pourrait parler. On en parlera une prochaine fois. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci David. Salut. Au revoir.